Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... On commence avec quelque chose d'assez intéressant. Vous avez vu cette vidéo. Que puis-je vous dire, si ce n'est que c'est le genre de vidéo sur lequel moi je suis quelque peu interpellé. BFM TV et d'autres médias ont diffusé cette vidéo, mais ils ont diffusé juste la portion où, en effet, la voiture explose. Sauf que moi, j'ai vu la vidéo en entier. Moi, j'ai quelque chose qui m'a quand même turlupiné sur cette vidéo. C'est déjà le vidéaste, il a une super chance. Il est au bon endroit au bon moment. Bon endroit, c'est-à-dire qu'il est dans un angle où on profite bien de la situation, un angle où on fait attention justement que les deux individus, on voit bien les deux individus, mais on ne risque pas d'identifier quelque chose de particulier chez eux. Et surtout, au moment où la voiture explose, eh bien, le vidéaste a le professionnalisme, parce que là c'est du professionnalisme, de faire un zoom arrière pour voir un immeuble qui va être évidemment identifiable du quartier dans lequel a eu lieu cette action. Ça, c'est le premier point qui m'autorise à dire que, à mon avis, je pense que le vidéaste était au courant. Il faisait partie du plan. Ça n'engage que moi. Deuxième chose qui m'interpelle, c'est qu'évidemment, ce genre de vidéo va chercher la sensibilité des gens, va aller chercher votre émotionnel, et évidemment, tout de suite, beaucoup de gens vont penser « Ah, voilà encore la racaille des quartiers ». J'ai envie de dire oui, peut-être, quoique. Les deux individus sont vêtus de noir, cagoulés, on ne voit absolument pas d'ailleurs leur visage. On ne voit même pas d'ailleurs s'ils ont une écharpe ou quoi que ce soit. On sent que les individus font les choses d'une façon assez calme. Parce que généralement, quand vous avez des racailles qui font ce genre de conneries, dès qu'ils entendent un son, dès qu'ils voient une personne, il y en a toujours un des deux qui essaie de se carabater un peu avant même de finir leur truc, etc. Là, on sent bien que les mecs, ils sont déterminés à savoir ce qu'ils font. Et j'ai envie de dire, en effet, aujourd'hui, la situation sociale de la France fait que quand on voit ce genre d'acte, on pense tout de suite, évidemment, à des délinquants de type racaille. Mais j'ai envie de dire, attention, danger, parce que il se pourrait bien aussi que ce soit un false flag. C'est-à-dire un acte volontaire, organisé, pour justement pousser les gens à croire ou à imaginer qu'il s'agit encore d'un acte de racaille. Encore une fois, le problème, ma théorie, s'affronte aussi au problème de l'ensauvagement. L'ensauvagement, on en a parlé, c'est maintenant, alors ça s'est un petit peu calmé, mais il faut savoir que l'ensauvagement de certains quartiers, de certains jeunes de quartier, c'est pas nouveau. Ça fait depuis très très longtemps qu'on en parle. Moi je me souviens, pour ceux qui ont connu, ce qu'on appelait les grands frères, qui étaient des jeunes issus de l'immigration, parfois deuxième, troisième génération, mais qui avaient déjà un acquis de conscience d'essayer d'aider leurs contemporains à essayer d'affronter la vie sociale dans les quartiers parfois difficiles. Déjà à l'époque, il le disait, il y a une génération aujourd'hui qu'on arrive à récupérer, qu'on arrive à guider vers de la raison, vers du bon sens. Et en règle générale, en effet, ces jeunes-là, ceux qui sont, je dirais, les jeunes des années 90, les adolescents des années 90 de ces quartiers, quand ils ont commencé à prendre de l'âge, ont commencé à prendre conscience de certaines réalités, etc., et ils s'en sont sortis, plus ou moins. Mais les grands frères, à l'époque, nous disaient par contre, les jeunes générations, c'est-à-dire les gamins 9, 10, 11 ans, il y a une telle influence de ces codes qu'on a dans les banlieues, des codes de bande, de gang, de l'argent facile, qu'ils nous disaient déjà à l'époque, de toute façon, ceux-là vont être des barbares, ceux-là seront irrécupérables. C'était dans les années 90. Aujourd'hui, on est quand même dans 2021. La culture perpétuée, on va dire, par ces jeunes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je pense que là, on n'a pas besoin de faire une analyse sociologique pour savoir que malheureusement aujourd'hui, on récolte ce qu'on a semé. Et du coup,
Est-ce que cet acte pourrait être lié justement à ces comportements d'ensauvagement, c'est-à-dire de ces jeunes qui vont aller toujours dans la surenchère? C'est celui qui va faire la connerie la plus immonde, la plus énorme. Cet ensauvagement qui un jour va peut-être pousser le challenge de ne pas se contenter de faire sauter une voiture de flic ou de mettre le feu à des voitures de flics ou de voitures de particuliers. Ça va être déjà le cas, hein, de mettre le feu à des cabanons de sans-abri. Ça a été déjà le cas de mettre le feu à des maisons abandonnées, dans lesquelles il y avait malheureusement des squatteurs. Le prochain challenge, ça va être quoi? Ça va être tuer un flic. Parce que là, on y va, hein. Je veux dire, soyons clairs. Donc tout ça pour revenir à cette vidéo, pour vous dire que faut quand même faire attention à certains genres de vidéos, parce qu'il y a un potentiel que finalement ces vidéos ne soient qu'en fait des manipulations. C'est-à-dire, justement, aller chercher votre émotionnel, aller chercher votre hypersensibilité par rapport à cette violence, à cette barbarie qui s'exprime aujourd'hui de la part de certains jeunes. Et j'ai envie de dire, là, en ce qui concerne ces vidéos, pour moi, je vous le dis, c'est hyper bien cadré, c'est hyper bien filmé, dans un angle où justement on voit bien les deux individus, mais on ne peut absolument rien identifier, parce qu'ils sont complètement vêtus noirs, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas identifier les vêtements qu'ils portent, hein, puisqu'en règle générale, vous avez des jeunes délinquants, quand ils font des conneries, ils font très attention à ce qu'on n'identifie pas leur visage, mais malheureusement ils ne sont pas forcément très intelligents, parce que ils réutilisent les mêmes vêtements le lendemain, lorsque on cherche à identifier des individus, et bien souvent ils ont exactement les mêmes vêtements, avec la même petite pochette, le même jean, le même survêt, etc. Donc voilà, enfin, c'est toujours un petit peu le problème de la cohérence intellectuelle de ces jeunes. Mais là, très clairement, oui, non, mais là, c'est un coup qui est préparé. C'est un coup qui est préparé. Et la question qui se pose, je pense peut-être que certains médias arriveront peut-être à trouver une réponse, que faisait cette bagnole de flic, là? Alors peut-être que les flics étaient en intervention, peut-être qu'ils étaient chez un commerce pour prendre une plainte, mais laisser le véhicule comme ça, à la proie justement d'actes... Alors combien de flics il y avait? Est-ce qu'ils étaient que 2? Ou est-ce qu'ils étaient 3? En général, d'ordinaire, enfin je ne sais pas, en procédure, lorsqu'on est 3 en opération, surtout dans des quartiers sensibles, il y en a toujours un qui reste dans la voiture, en règle générale. Hein, ou alors le 3e, il sort avec les 2 autres quand il s'agit d'une intervention qui nécessite voilà, une présence policière, mais là pour l'instant on n'a pas de rapport sur le fait que faisaient ces flics à cet endroit-là. Donc voilà, c'est petite réaction à chaud sur cette vidéo pour tout simplement vous dire, faites attention, parce que malheureusement, même si ces vidéos montrent des choses qui interpellent l'émotionnel, je pense qu'il y a un moment donné, il faut prendre du recul et se dire attention, ne jugeons pas trop sur pièce, laissons raison garder de garder dans notre mémoire le fait qu'il peut y avoir une manipulation derrière cette vidéo, qu'il ne s'agit pas simplement d'une vidéo, d'une action de jeunes qui aujourd'hui ont la gloire d'avoir fait sauter une voiture de flic. Sauf que le problème, c'est que faire exploser une voiture de flic, c'est donner une surenchère et une raison supplémentaire à une population ou à une certaine population à considérer que non, à un moment donné, il faut mettre le point sur la table. Sauf comment mettre le point sur la table? Comment mettre le point sur la table, si ce n'est proposer des lois totalitaires, des lois totalitaires que évidemment la population française donnerait son consentement, hein, pour assurer la sécurité. Hein, ça aussi, ça fait partie du jeu. Hein, donc on va voir un petit peu comment ça va se dérouler sur cette affaire, même si je pense qu'à mon avis, d'ici 2-3 jours, on n'en parlera plus. Deuxième élément important, Macron s'est exprimé en marge de la fameuse réunion de l'Union européenne des dirigeants. Je crois qu'il y a 2 réunions par an des dirigeants des États membres de l'Union européenne, et durant cette intervention, il a parlé d'un pass Covid. Et ouais, le mot est lâché. Alors,
si vous suivez un petit peu l'actualité, vous savez que déjà l'Union européenne est en train de mettre en place la possibilité de mettre un pass européen Covid. Donc légitimement, évidemment, Macron suit un petit peu le mouvement. Encore une fois, tergiversation, dire oui, non, on n'en est pas là, c'est pas à l'ordre du jour, etc. Sauf que là, force est de constater que M. Macron nous parle bien d'un pass Covid. Mais attention, on va faire en sorte que le pass Covid, on va faire en sorte de vous faire culpabiliser de ne pas l'accepter. Et chose aidant, c'est que Macron s'appuie bien sur le fait qu'avec ce pass Covid, eh bien, on pourra envisager de réouvrir les lieux culturels, de réouvrir les restaurants, de réouvrir les bars. Donc sur les réseaux sociaux, si vous vous mettez contre ce pass Covid, eh bien, vous vous mettrez évidemment à dos tous les gens qui veulent réouvrir les lieux de culture, les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle, de réouvrir les restaurants, de réouvrir les bars. Donc vous êtes des méchants. Excite le fait, non mais attendez, ne soyons pas complotistes. C'est un pass Covid qui permettra de faciliter un retour à la normale. Non, ça permet quoi surtout? C'est d'identifier qui a le Covid, qui ne l'a pas, qui était vacciné, qui ne l'a pas été. Donc on en revient toujours au même problème. On en revient au fait que si on vous vend l'article que c'est pour aider à revenir à une situation à la normale, ça n'en est pas moins des informations numériques, ça n'en est pas moins des informations qui seront forcément gérées dans des fichiers, dans des registres. Et de ce fait, ce sont des informations qui permettront d'identifier qui a eu le Covid, qui ne l'a pas eu, qui a été vacciné, qui ne l'est pas. Donc en fait, on tergiverse pour au final en venir toujours au même résultat, c'est-à-dire aux mêmes volonté tout simplement de déterminer qui aura le droit d'avoir accès à un retour à la normale, une normale évidemment très artificielle, soyons clairs, ou de se voir refuser l'accès à du divertissement, à du loisir, parce qu'il n'est pas vacciné, ou parce qu'il a été atteint du Covid, et que potentiellement il est peut-être contaminant. Donc voilà. De toute façon, ça fait depuis des mois et des mois qu'on aborde le sujet, qu'on en parle, qu'on dit mais non, mais si, mais regardez, en Grande-Bretagne ils vont le faire, et puis regardez, en Australie ils vont le faire, et puis actuellement, je peux vous dire, aux États-Unis, le sujet n'est même pas abordé, parce que c'est un sujet extrêmement sensible, et il est hors de question de ficher les Américains à savoir s'ils sont vaccinés, pas vaccinés, qui ont le Covid et pas eu le Covid, parce que là, ce serait très difficile, même pour l'administration Biden, de défendre l'idée. Ça ne veut pas dire qu'ils y pensent, ou qu'ils n'y pensent pas, mais il est clair que ici aux États-Unis, pour l'instant, c'est un sujet qui n'est pas abordé, ou tout du moins dans les médias mainstream. Mais on sent bien qu'en Europe, il y a une volonté d'essayer de le mettre en place. Ne serait-ce que aussi permettre le voyage, permettre les déplacements. Puisqu'en effet, aujourd'hui, grâce au pass Covid, eh bien, les gens pourront continuer à pouvoir bénéficier de la libre circulation des personnes dans l'espace Schengen, puisqu'on n'est pas foutu de remettre des frontières. Mais par contre, on est capable d'identifier ou de vérifier, de contrôler des gens qui vont traverser une frontière, savoir s'ils ont le Covid ou pas le Covid, s'ils ont été vaccinés ou pas vaccinés. Ça, par contre, des migrants qui se baladent en Europe de façon illégale, ça on n'arrive pas à contrôler, ça. Par contre, des gens qui ont été vaccinés ou pas vaccinés, ça, on va pouvoir le faire. Vous voyez un petit peu le truc? C'est-à-dire que la priorité des priorités aujourd'hui dans le plan, c'est vous contrôler. Pas contrôler ceux qui n'ont rien à faire ici, ceux qui sont de situation illégale en France. Non, ça fait partie d'un autre plan. C'est différent. Non. Vous, citoyens européens, on veut savoir ce que vous faites, où vous allez, voire même ce que vous pensez. Bienvenue dans 1984. Et enfin, dernier petit sujet rapidement, parce que cette fois-ci on va quand même essayer de faire une vidéo un petit peu plus courte pour vous, pour que ça soit un petit peu plus lisible. J'ai été interpellé sur Twitter parce qu'il y avait cette polémique concernant la manifestation Génération Identitaire. Peut-être vous l'avez vu passer de cette photo d'un monsieur qui fait un... Sauf que le problème, c'est quand vous voyez la vidéo en entier, en fait, le monsieur, il fait ça. Donc il fait la main tranchante. Il fait pas ça. Il fait ça.
Sauf qu'évidemment, quand vous faites ça, et qu'à un moment donné, vous faites une capture d'écran comme ça, eh ben on a l'impression qu'en fait, vous faites un salut nazi. Ah, évidemment, sur Internet, alors là, dès que vous commencez à dire « oui, mais attendez », il y en a même un qui a réussi à mettre une photo de Mélenchon qui fait un salut comme ça, et puis évidemment, il y a des gens qui disent... Et ce qui est formidable, c'est que, donc moi j'ai répondu, je dis regardez, oui c'est vrai que Mélenchon il fait aussi un salut nazi, etc. Et alors déjà il y en a qui n'ont pas compris que c'était du second degré, je faisais, c'était ironique. Évidemment que Mélenchon ne fait pas un salut nazi, mais c'est juste pour jouer du second degré, pour expliquer. Le problème c'est que lorsque vous faites une capture d'image à un moment T, au moment où une personne fait quelque chose, ou fait un geste, ce geste vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Sauf que le problème, c'est qu'évidemment, le geste de ce monsieur de Génération Identitaire, lorsqu'il fait un truc comme ça, l'air de dire dans cette direction-là, etc., bah évidemment, au moment où on fait une capture d'écran, bah, il a la main comme ça, il fait un salut nazi. Et là, évidemment, c'est la déferlante. La déferlante, oui, mais Génération Identitaire, c'est un mouvement d'extrême droite, donc c'est normal, ils assument que ce sont des néo-nazis, et blablabla, blablabla. Ça rejoint un peu le problème que j'ai déjà expliqué dans un certain nombre de vidéos, c'est le raccourci. C'est-à-dire ne pas accepter le bénéfice du doute. Par rapport à des images, par rapport à des vidéos, par rapport à ce que l'on transcrit. Et ça, c'est ce qu'on reproche énormément d'ailleurs aux QAnon. Et c'est vrai que quand vous regardez les QAnon, que ce soit aux États-Unis ou même les QAnon français, vous avez beaucoup de gens qui font des vidéos sur des images ou sur des supports, mais parce qu'ils en amènent à une interprétation qu'ils en ont fait. Alors qu'en réalité, lorsque vous prenez la source du document, c'est pas si flagrant que ça. C'est pas si flagrant, et on peut même y interpréter d'autres choses, d'autres éléments, d'autres informations. Mais voilà, ça fait partie du jeu de la manipulation. Sauf que le problème, c'est que quand vous faites la démonstration de la manipulation chez les QAnon, chez les Trumpistes, chez les gens qualifiés d'extrême droite, de complotistes, etc., lorsque les outils qui sont utilisés, la manipulation, sont les mêmes utilisés par les gens de gauche, par les bien-pensants, par... tout d'un coup, quand vous en faites la démonstration, ben là, vous n'avez plus le droit. Et très sincèrement, dans le tweet, il y a à un moment donné des gens qui ont très clairement exprimé leur idée qu'il ne fallait absolument pas, que c'était interdit d'user du bénéfice du doute. La dictature de la pensée. Et quand vous faites la démonstration de ce qu'ils font, des outils dont ils se servent pour faire la démonstration et leur prouver par A plus B que ce qu'ils sont en train de faire, c'est exactement des procédés qu'ils se prétendent vouloir dénoncer, et là tout d'un coup vous dites oui mais nous on a le droit de le faire parce que nous on est les gentils. Et ça c'est ce qui est de plus en plus en train de se voir, de se lire, de s'entendre. C'est-à-dire que tous ces gens qui se disent défenseurs, droits de l'homiste, humanistes, solidaires, social-démocrates de gauche, libéraux de gauche, se prétendent détenir la vérité pour vous accuser de jouer le jeu des extrêmes. Non, je ne joue pas le jeu des extrêmes. J'essaie d'être logique. Ça ne veut pas pour autant dire que je partage les idées d'extrême droite. Ça ne veut pas pour autant dire que lorsque vous défendez des idées sociales, vous êtes forcément de gauche. Non, on peut être de gauche comme on peut être souverainiste de gauche. C'est pour ça d'ailleurs que Michel Onfray, le fameux philosophe qui a créé avec certains de ses collaborateurs le fameux Front populaire qui dérange quand même pas mal de gens parce que dans ce magazine il y a quand même pas mal d'articles qui amènent du factuel et une analyse structurée, structurelle et parfois engagée, mais au moins qui font le reflet de ce que l'on devrait être ou devoir faire face à l'information, face à des données, face à des événements, etc. C'est d'avoir de la lucidité. C'est pareil, hein, la lucidité, bientôt ça va être interdit. Y a un moment donné où en effet Michel Onfray, qui se dit de gauche, c'est quelqu'un en effet de gauche, mais il est d'une gauche humaniste, sociale, d'équité, etc.
mais pas de la gauche socialiste, gauche caviar, idéologique de bisounours, puisque la preuve, c'est que Michel Onfray expose très clairement depuis très longtemps qu'aujourd'hui, si on veut un pays pour se redresser, il faut de la souveraineté. Si on n'a pas de souveraineté, c'est fini. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens vont commencer à se taper sur la gueule les uns les autres, les communautés vont se taper les unes sur les autres, les minorités vont en prendre plein la gueule parce que, à force de mettre toujours la pression, etc., sur des différents éléments. Tiens d'ailleurs, petite anecdote par rapport à ces pressions, à ces influences, a été annoncé qu'apparemment le réalisateur J.J. Abrams a l'intention de produire un film, un nouveau Superman, mais un Superman noir. C'est de l'appropriation, évidemment, on est en pleine appropriation. Et j'avais fait un tweet justement en disant que comment voulez-vous faire évoluer les mentalités par rapport à l'égalité, par rapport à lutter contre le racisme, etc., quand au lieu de développer, au lieu de créer des univers dans lesquels les Afro-Américains s'identifient, se personnifient, et donc développent une culture qui pourra tout aussi intéresser les autres ethnies, voire les Blancs. Alors je prenais l'exemple de Black Panther. Black Panther, pourquoi le film a eu beaucoup de succès, aussi bien auprès du public afro-américain ou à travers le monde, mais aussi auprès du public blanc? C'est parce que l'univers est cohérent. En revanche, si vous prenez des personnages ou des histoires qui, à l'origine, sont créées par les Blancs, pour les Blancs, etc., vous mettez des Noirs à la place, non. Il faut rappeler quand même que le principe du succès d'un film, c'est quand les personnages sont cohérents, quand les personnages ont de la crédibilité, et que vous finissez par vous identifier, par être sensibilisé aux personnages. C'est la raison, bon, en effet, pour laquelle certains essaient de lutter pour la diversité. Mais la diversité, on peut la faire de façon intelligente, et pas en obligeant les gens à regarder des films avec des personnages, avec des... Comme cette histoire, cette polémique qu'il y a avec James Bond, vouloir un James Bond noir. Mais James Bond, à l'origine, il est blanc. Déjà, je ne sais pas si vous vous souvenez, des polémiques quand Daniel Craig a été désigné comme acteur, le prochain acteur du personnage de James Bond, combien il y a de gens qui ont hurlé parce qu'il était blond. Alors que James Bond, dans l'inconscient collectif, il est brun. Bon. Fort heureusement, ça a bien marché parce que le travail qui a été fait par les producteurs pour dépoussiérer un petit peu le personnage, ça a fonctionné. Et aujourd'hui, Daniel Craig interprète, je dirais peut-être un des meilleurs James Bond de la série, sans offusquer ceux qui préfèrent Sean Connery ou Roger Moore ou Timothy Dalton. Il y en a qui aiment Timothy Dalton, je ne sais pas. Dites-le dans le commentaire si vous aimez Timothy Dalton dans le rôle de James Bond. Ou encore, évidemment, Pierce Brosnan, ou encore le seul et unique film qu'il a fait, pourtant, il y a George Lazenby aussi, qui a été un James Bond, mais évidemment, il est beaucoup moins connu. Les gens s'en souviennent un peu moins. On se souvient plus que c'est le film dans lequel Emma Peel, Diane Wright, qui nous a quittés il y a maintenant 1 ou 2 ans, avait joué justement dans ce film-là. Mais en effet, si demain, ça rejoint un petit peu ce que j'avais fait dans la vidéo, j'avais introduit le sujet en parlant de Lupin, par exemple, la série sur Netflix avec Omar Sy. Le problème, c'est que si vous commencez à prendre des personnages, ou des environnements, ou des personnages historiques, etc., et que vous les mettez avec des acteurs blancs, des acteurs noirs, pardon, ou même des acteurs asiatiques, etc., il y a un moment donné où non, c'est pas cohérent. Alors il y en a qui vont défendre, oui, mais c'est un effet de style, et pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de faire des films en prenant des personnages blancs, patriarcales, hétérosexuels, et les donner à des afro, transgenres binaires? Tout simplement parce que le personnage à l'origine, c'est un homme, ou c'est une femme, c'est un blanc, ou c'est un asiatique, ou c'est un noir. Donc si vous commencez à intervertir les genres, on n'en finit pas. Voilà. Non mais, je pense qu'il y a un moment donné où ces gens qui ont ces idées de coller à ces tendances et ces influences, à un moment donné, ils ne se rendent pas compte du ridicule. Puis comme ça devient ridicule, évidemment, les gens ne vont pas voir les films. C'est-à-dire que c'est des échecs.
c'est des échecs commerciaux. On a eu un exemple récemment avec un film, oh, le film était bien fait, c'était bien tourné, bien bonne mise en scène, etc. Mais l'histoire était chiante. C'était une, je ne me souviens plus du titre, c'était un film avec Angelina Jolie et qui en fait combinait les personnages de Alice au Pays des Merveilles et de Peter Pan. Sauf qu'Alice et Peter Pan sont joués par des gamins afro. On vend également le couple métissé, si vous voulez. Sauf que bon, le film, alors l'idée peut-être se défend, mais alors, le film est chiant. C'est un film de l'eau de rose, etc. Mais c'est un film d'eau de rose, etc. Pourquoi? Parce que c'est un film qui, en réalité, tu sens bien que ce qu'on te vend, c'est une idéologie, c'est pas un film, c'est pas une histoire. Même les personnages, hein, la mise en scène, les personnages, on n'y croit pas. Enfin, tout ça pour dire que, malheureusement, je pense que on va pas dans le bon sens avec toutes ces histoires. On y reviendra, on en reparlera certainement, parce que je pense que malheureusement, on n'a pas fini de nous bourrer le crâne, de nous bourrer le mou avec toutes ces histoires, avec toutes ces manipulations, avec toutes ces idéologies. Et puis bah, finalement, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de plus, si ce n'est qu'il y a un moment donné où les résultats, ça sera évidemment d'un côté pour le milieu culturel, ça sera des échecs commerciaux retentissants. Dans les milieux artistiques, ça sera un ras-le-bol de se voir toujours imposer des artistes plutôt que d'autres, de mettre en avant toujours des artistes plutôt que d'autres, voire même mettre en avant des gens qui n'ont aucun talent au détriment de d'autres qui en ont. C'est où je vois par exemple les victoires de la musique avec Iseult et Jordana. Enfin non, Iseult c'est victoire de la musique, et en fait l'histoire d'Iseult et de Jordana, c'est quand elles ont, je crois c'est chez Terra Tata qu'elles ont repris la chanson Ne me quitte pas de Jacques Brel. Bon, que vous voyez sur Twitter, sur Facebook, etc., quand vous voyez les commentaires, mais évidemment c'est des commentaires racistes, hein, c'est les gens d'extrême droite qui s'expriment, alors que non, il y a des gens qui ne sont pas d'extrême droite, il y a même des gens qui ont fait des vidéos qui ne sont pas des gens d'extrême droite, qui sont plutôt des gens de gauche, etc., mais qui le disent, c'est pas bon, c'est mauvais, c'est un massacre. Mais c'est un massacre qu'il ne faut pas dire que c'est un massacre, tu n'as pas le droit de critiquer parce que bah, c'est une blague. Et c'est une jeune femme d'origine maghrébine, par le père, enfin bourgeois, etc. Parce que Iseult, c'est pareil, hein, Iseult, elle se fait un petit peu allumer parce qu'elle a des propos dans les médias, soi-disant qu'elle s'approprie une mission salvatrice pour lutter contre les racismes, contre les inégalités, etc., au nom de ses compatriotes, etc., alors que Iseult vient quand même d'une famille plutôt aisée, qu'elle n'a pas connu les quartiers, etc., mais qui s'approprie, évidemment, les langages, les codes des quartiers, parce que, bah, finalement, c'est son fonds de commerce. Hein, quand vous voyez les concerts comme de Nakamura, etc., vous regardez le public, bah, vous avez compris. Hein, c'est le même public qui regarde la télé-réalité, c'est le même public qui est sur TikTok, c'est le même public qui relève des challenges à la con, c'est le même public qui a un niveau de QI, on va dire, pas très élevé. Bah, des adolos, quoi, ouais, disons-le carrément. Bon, même si, attention, je ne veux pas faire de jugement hâtif ni de généralité vis-à-vis des ados, parce qu'il y a quand même des ados qui ont d'autres préférences, qui ont d'autres aspirations que envers ces artistes. Et d'ailleurs, preuve en est, c'est qu'en règle générale, si on fait une vision globale des choses, on se rend compte que tous ces artistes qu'on présente comme des stars, parce que générant évidemment des outils de consommation, des produits dérivés, etc., donc c'est un business, ben le problème c'est que c'est un business qui n'a pas de talent, c'est un business qui n'a pas de qualité, c'est un business, c'est de la surconsommation finalement. Et c'est souvent d'ailleurs ce genre d'artistes qui, au bout de quelques années, finissent par disparaître de la circulation, parce que bah, y a un moment donné, tu peux pas jouer de starisation si au bout d'un moment la personne n'a pas au moins quelque chose à mettre en avant, un talent, etc.
pour finalement se rendre compte que ça vaut pas un clou. Hein. Je pense qu'on connaît, on a en mémoire un certain nombre d'artistes qui ont énormément de succès, mais de très court terme, et puis qui aujourd'hui, ce qu'on appelle d'ailleurs des artistes has-been, qu'on essaie de nous revendre un petit peu en réchauffé. J'ai sorti un album, machin. Oui, le problème c'est que aujourd'hui, la cible de ton album, aujourd'hui, elle a 30 ans, elle a 40 ans, et elle est passée à autre chose. Donc voilà, je veux dire, c'est... il y a quelques exceptions, en effet. Je pense à Indochine, par exemple. Indochine qui réussit à être un groupe multigénérationnel, mais parce qu'ils font des chansons qui sont aussi multigénérationnelles. Mais vous avez d'autres artistes qui ont eu des succès à leur temps et qui aujourd'hui ne font plus rien, quoi. Continuent à essayer d'espérer de pouvoir faire du retour, du comeback, comme on dit, mais bon, en général, c'est du plantage total. Donc voilà, c'était une façon de remettre un petit peu les choses au clair sur l'évolution des choses et de ce qui se passe en ce moment dans nos sociétés. Et puis nous, j'espère que on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo, et d'ici là, que puis-je vous dire, si ce n'est de bien vous porter, protégez-vous et préparez-vous à 1984.